Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien. Préféré! Je suis Hélène, en compagnie de... Mélanie! Hello! Hello, bienvenue. Bienvenue! Ouais, j'ai failli le rater. Eh, bah ouais. Mais bon. Cette semaine... As-tu un potin pour nous? J'avais dit qu'on faisait un début pas awkward. C'est difficile. Avant de commencer, je disais à Hélène, là, on planifie notre début, puis ça va pas être awkward. Puis là, j'ai tout dit qu'est-ce qu'on allait faire, puis là, t'as tout chié. Mais c'est comme trop rapide, genre, de rentrer dans le vif du sujet. Crime de potin, histoire, go! Ouais, c'est ça. Je suis comme, On n'est pas habitués. On n'est pas habitués. Ben, on l'a pas fait. Regarde, tu vois, on papote. Non. J'ai un crime de potin pour toi, Hélène. Ouais, vas-y. C'est pas une traîne surprise, je t'en ai parlé déjà. Elle a surprise. OK. Hein? Je sais pas. Ça... T'as boire. Je vais pas dire son nom. Il dit pas si c'est anonyme ou pas. Ouais, Quand anonyme. vous nous écrivez un potin, il y a beaucoup de gens qui nous disent s'ils veulent que ce soit anonyme ou pas, mais spécifiez. Ouais. Si vous voulez pas qu'on dise votre nom. Sinon, on le dit à tout le monde. Oh, ouais. Non, ben là, je vais pas dire son nom À parce nos qu'il m'a pas dit. millions d'écouteurs. Millions d'écouteurs. D'écouteurs? D'auditeurs. D'auditeurs. Oui, merci. Des écouteurs. T'imagines juste des petits écouteurs qui nous écoutent. Hélène, gère-toi. Je suis fatiguée. C'est une grosse semaine. Le potin va comme suit. C'est par rapport... Je l'ai dit, c'était par rapport à quoi? L'épisode Le Samouraï. Carl Giroir. Carl Giroir. Ouais. Épisode 43. Mm-hmm. Si vous voulez aller l'écouter. C'est l'épisode qui est connu parce que je le savais pas. Parce que Mel était pas au courant de cette histoire-là. Tout le monde a été bien surpris. On a eu plus de réactions sur le fait que je connaissais pas l'histoire que sur l'histoire en tant que telle. Oui. Bref, allez l'écouter. Vous allez être aussi surpris que moi. C'est une super histoire. Donc, ça va comme si. J'habitais dans le bloc voisin à lui. Donc, il parle de Carl, le samouraï. Ouais. À l'époque, et ça m'arrivait de fumer un joint avec son frère qui lui aussi habitait dans son bloc, mais un appart en diagonale au rez-de-chaussée. On avance au confinement, il est 11h p.m., son frère me texte à savoir si je peux aller porter du pot à Carl. Il dit qu'il va me remettre le lendemain quand il ira à SQDC. J'accepte, je cogne à la porte patio de Carl qui est en train de jouer à Call of Duty. Je lui donne un pre-roll, je sais pas c'est quoi. Un petit joint déjà roulé. Ah. Il me dit merci et là me demande est-ce que mes rideaux sont opaques? Moi, je trouve ça bien drôle et je lui dis que non. Donc, de faire attention quand il se crosse. Oh, j'avais pas lu cette partie-là. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui. Les enfants, bouchez vos oreilles. Toutes les mères qui nous disent qu'ils écoutent avec leurs enfants dans l'auto. 4 jours plus tard, il est dans les journaux. Donc, je me demande son intention derrière la question si ses rideaux sont opaques. Sur le coup, il n'y a rien de plus normal à part qu'ils auraient très facilement pu vérifier lui-même. Mais quand on sait ce qu'il a fait, c'est facile de croire plein d'affaires. Personnellement, je me dis que sûrement qu'il ne voulait pas être vu en préparant son attirail ou en pratiquant ses techniques de sabre. Je serais bien curieux d'avoir votre avis à vous. J'adore vous écouter. Ouais, c'est sûr que genre il se pratiquait. C'est sûr qu'il y a avec son sabre. Ouais. Mes rideaux sont-ils opaques? Mais c'est vrai que tu peux pas tant vérifier toi-même si on voit bien ton ombre dehors, là. Mais c'est quand même drôle. Excusez pour le mot que j'ai dit. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine, Hélène? Ben vous savez déjà, moi non. Ouais. Pour toi, c'est une vraie surprise, c'est vrai. Je te l'ai pas dit du tout. Non, tu m'en as pas parlé du tout. Non. Ben, vu que je t'ai donné un break pendant un bout, là, non! Ben, je retourne sur un meurtre d'enfant. Je m'excuse. Alors aujourd'hui, je te parle de l'histoire de Jolene Riendeau. Alors, mes sources... attends, je connais ce nom-là. Ouais, c'est vraiment connu comme nom. C'est ça, je l'avais vraiment depuis longtemps dans ma liste d'idées, puis comme je l'avais vu quelques fois son nom. Puis il y a des gens qui nous l'ont proposé aussi. Oui, il y a des gens qui nous l'ont proposé, il y a même des gens qui nous avaient envoyé des potins. Ouh. Dessus déjà. T'sais, on l'avait pas encore raconté l'histoire, fait que c'est... fait que voilà, j'étais comme, OK, je suis rendue là. OK. Je vais voir c'est quoi bon, ben l'histoire. Voilà. On va satisfaire les esprits tordus de tout le monde qui veulent qu'on raconte des
des cas de meurtre d'enfants. Mhm. Voilà. Alors, mes sources, il y a Claude Poirier Enquête, un autre documentaire qui s'appelle Mon Histoire. Il y avait aussi beaucoup d'articles de la presse et du Montreal Gazette. Oui, puis Victoria Charlton aussi qui a fait une vidéo sur l'histoire. Alors, on est en avril 1999. OK. Dans le quartier Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal. Donc, un quartier quand même assez pauvre à l'époque. Puis maintenant. Puis maintenant, ben, ça change quand même. Oui, ça a Rapidement, vraiment beaucoup changé. Alors, je te parle de la petite Jolène, rien d'autre, qui a alors 10 ans. Mm. Elle habite sur la rue de Montmorency avec sa maman Dolores Soucy et son papa René Riendeau. Elle a 2 frères et ou sœurs. J'ai comme pas vu le détail de tous les enfants, dans le fond, mais il y était 3 enfants dans la famille. En fait, je sais qu'elle a une petite sœur, parce qu'elle venait dans un des trucs que la mère raconte à part de la petite sœur. Donc, OK. il était 3 enfants. Jolène, c'est une petite fille très sociable. Elle est très mature pour son âge. Elle est très connue des gens du quartier parce qu'elle aimait vraiment parler à tout le monde. Puis elle se promenait, tu sais. Puis des fois, elle prenait l'autobus toute seule. Puis elle faisait juste le trajet au complet pour s'amuser. Puis elle parlait aux gens dans l'autobus. Très social. Oui, vraiment. Donc, elle avait tendance à faire confiance très rapidement. Sa mère l'a définie comme streetwise. Donc, très débrouillarde dans la rue, dans la vie. Évidemment, comme tout enfant, elle aime aussi parfois défier l'autorité parentale, mais elle a quand même une belle relation avec ses parents. Dolores, la maman, la dernière fois qu'elle a vu Jolène, c'est quand Jolène était dans son lit le 11 avril au soir. Le 12 avril, Dolores, elle part travailler assez tôt, avant que les enfants soient levés. Et elle ne reverra jamais sa petite fille. Alors, je te parle du jour de la disparition, le 12 avril 1999. On est en fin d'après-midi. La maman est toujours pas revenue du travail et c'est le papa qui est à la maison qui s'occupe des enfants. Il demande à Jolène de l'aider à appeler des patates pour le souper. Et qu'en échange, il va lui donner 2 $. Tu sais, en 1999, 2 piastres, là, c'était beaucoup de bonbons. Mm-hmm. Donc, Jolène a l'aide, puis elle reçoit son 2 $. Et vers 16h30, elle part en patin à roues alignées au dépanneur Beau-Soir, qui est à 6 blocs de la maison, pour s'acheter des chips. Avec son 2 $ fièrement gagné. Oui, c'est cute. C'est vraiment cute. Il y a au moins un témoin qui la voit manger les chips devant le dépanneur peu après. Mais c'est la dernière fois qu'on la voit, qu'on a un témoin qui l'a vu. Jolène ne revient pas à la maison. Sa mère, elle revient du travail. Jolène n'est toujours pas là. Ses parents trouvent que c'est quand même anormal qu'elle soit pas revenue pour souper et tout, mais tu sais, elle est quand même débrouillarde, puis ça lui arrive là, des fois de traîner un peu, puis... Fait que, tu sais, ils attendent. Plus la soirée avance, plus ils sont inquiets. Mais là, ils se disent, OK, avant d'appeler la police, on va attendre que le dernier autobus, le 107 sur la rue Wellington, et que le dernier métro est passé pour être sûr qu'elle n'était pas dedans puis qu'elle va pas revenir là-dessus. Fait qu'ils attendent. Puis finalement, le dernier métro, le dernier autobus sont passés. Pas de Jolène. C'est donc vers 1h du matin que les parents contactent les policiers. Il y a quand même beaucoup d'heures qui se sont écoulées entre la dernière fois qu'ils ont vu Jolène et le moment où ils ont appelé les policiers, là, quand même de 4h30 à 1h du matin. C'est sûr que dans les cas de disparition d'enfants, les premières heures sont comptées, on le sait. Il y a beaucoup de monde qui ont reproché aux parents d'avoir trop attendu. Mais en même temps, moi, je peux vraiment comprendre leur façon de penser. Tu veux jamais penser au pire. Tu veux toujours te dire, ben non, c'est moi qui capote, c'est genre, c'est correct, elle va revenir. Puis tu veux pas exagérer, tu veux pas déranger la police pour rien, moi, je comprends, là. Ah, mais reprocher les parents pour leur comportement, sérieux. Ben, il y a vraiment... Mêle-toi de tes affaires, c'est même pas ton kid. Cette famille-là a vraiment eu beaucoup de blâme après ça, là. Ben, genre, full de personnes qui jugeaient les parents parce que Jolène était... Tu sais, il était pas très strict. Puis Jolène était comme souvent
tard dans la rue. Tu sais, elle avait comme pas d'heure de rentrée comme fixe. Mhm. Fait que, tu sais, mettons, ses petites amies rentraient, mettons, à 8 heures, mais tu sais, elle avait pas nécessairement OK. d'heure de rentrée, fait qu'elle niaisait un petit peu plus longtemps dehors. Fait que c'est ça, ses parents se sont vraiment fait blâmer, puis je suis comme, sérieux? Ben, je peux comprendre qu'en tant que parent, tu t'inquiètes un peu pour la petite, puis tu dis, tu sais, s'il avait été un peu plus sévère, ce serait peut-être pas arrivé, Mais- puis eux, ils l'ont prise V d'une vie. Mais tu sais, elle, Mais c'est mais quand tu sais, même pas de tes elle est affaires. disparue à genre 17 heures, là. Ouais, ça a pas Tu sais, ça n'a rapport. pas rapport. Non. Ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, c'est comme blâmer des parents qui ont tout, tu sais, qui ont tout perdu, là, perdu. tu sais, qui ont perdu comme la chose la plus importante, en tout cas. C'est vrai. Vraiment. Non, c'est pas de tes affaires. Non, sérieux. c'est ça. Voilà. Les gens puis l'Internet collés. Ben, c'était avant l'Internet, en fait. Ah oui, là, c'est tu sais. vrai, en C'était 99. 99, ouais. On avait-tu l'Internet en 99? On avait l'Internet, mais tu sais, il n'y avait pas Facebook, puis... Ouais. Ouais, c'est ça qu'on avait, ouais. Excusez si c'était fort dans vos oreilles. Mm. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent relate. Ouais. Donc, la disparition est rapportée. Les policiers prennent les choses au sérieux assez rapidement, grâce à l'insistance de la mère qui leur dit que c'est vraiment pas normal. Puis après une recherche, recherche préliminaire de la maison, trouver des indices, les alentours, pour voir si elle serait pas dans le quartier, pas loin. Les policiers contactent l'équipe des crimes majeurs, se doutant que c'est un enlèvement. Donc après avoir rencontré tous les voisins, tous les témoins, les policiers font sortir tous les noms des personnes qui ont des dossiers criminels avec des crimes à caractère sexuel dans le coin, donc dans le quartier. Dans un très petit quadrilatère, il y avait Combien? 175 Hein? personnes. C'est 175 personnes qui ont quoi? Qui ont été condamnées? pas... Je sais pas si c'est tous condamnés, mais qui ont comme... Ils ont Qui ont été flagué, flaguées. comme... Ils ont fait quelque chose à caractère sexuel. Pas nécessairement des enfants. Ouais, C'est peut-être des- pas nécessairement des enfants. Ouais. Mais quand même. Mais quand même. Dans C'est un petit quadrilatère. vraiment pas rassurant. OK. La police, elle va tous les rencontrer. Ah! Toutes. Ils Crime. vont toutes passer à travers la liste. Puis dès qu'ils peuvent en éliminer un, tu sais, parce qu'il y avait un bon Mhm. alibi, whatever, ils vont l'éliminer. En fait, un des policiers dit qu'au cours de l'enquête au complet, ils vont avoir considéré environ 800 suspects. Wow. Tu sais, ils ont vraiment... Hey, on fait une bonne job pour Quand une même. fois. Quand même. Tu sais, les policiers, ils prennent vraiment l'histoire de Jolene à cœur. Tu sais, il y a plusieurs d'entre eux qui ont des enfants. Puis un des policiers qui travaille sur le cas qui dit comme Jolene était vraiment devenue comme la petite fille du bureau des homicides. Là, tu sais. On prenait vraiment le cas à cœur. Oh. Plus d'1 million de posters sont affichés dans la province. Tout le monde connaît le visage de Jolene. OK, c'est pour ça que ça me disait quelque Ouais. chose. Mais Ben, moi, j'avais mettons- 9 ans, je m'en rappelle pas. Ouais, je m'en rappelle le pas. nom. Mais sûrement que si on avait été plus vieille, je pense que c'était comme un peu la Cédrica de Ouais. l'époque, là, tu sais. Surtout à Montréal, mettons, là. Mais... Mhm. Alors, je te parle des premiers suspects. On a Robert Laramé, qui est un suspect assez intéressant, qui est rencontré dès le début de l'enquête. Il était connu des policiers parce qu'il avait été suspect 2 fois auparavant dans des histoires d'agression sexuelle sur des enfants. Mais juste suspect, mais il n'a pas été... OK. Pas condamné. Il était décrit comme un sadique manipulateur. Il avait des problèmes de personnalité et, très important, il connaissait Jolene. C'était Un doux. un des voisins. Oh. Puis même qu'il s'était déjà parlé, là, tu sais, comme des gens l'avaient déjà vu parler avec Robert Laramé. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec un de vous cette semaine qui nous a écrit, je me rappelle plus qui, mais on parlait justement de... On sait vraiment pas qui nous entoure. Mhm. Ça me fait capoter. Ouais, cette histoire-là, c'est... Ouais. On sait vraiment pas. Tu sais pas c'est qui tes voisins. Non. Ta. Je vais revenir sur Robert Laramé. OK. Mais je vais comme continuer un peu... La liste des suspects. J'ai pas fini avec lui. Quelques mois plus tard, faux espoir, il y a un homme qui rentre en contact avec la police pour dire qu'il a tué Jolene et qu'il a laissé son corps sur l'île Sainte-Hélène.
Il y a des grosses recherches qui sont faites, mais ça donne rien. Mais toutes ces recherches-là mènent à un suspect qu'on connaît. Hein? Mario Bastien. Tu sais c'est qui? Tu sais que j'oublie tout le temps Ouais, tous je les sais que noms. t'oublies tout le temps les noms. C'est qui? Mais ça me dit quelque chose, là, mais... C'est lui qui a tué le petit Alexandre Livernoche. Épisode 38. C'est pas moi qui l'ai fait, celle-là? Non, c'est moi qui l'ai fait. OK. Fait que c'est moins pire que tu t'en rappelles pas. Ouais, OK. Des fois, Mel, elle se rappelle pas d'histoires qu'elle a racontées. Non, j'ai regardé nos épisodes tantôt. Mais honnêtement, mon cerveau, je pense qu'il les efface volontairement parce que si on avait toutes ces histoires-là de meurtre dans notre tête constamment, Ouais. on serait pas bien. Fait quoi? C'est lui, Mario Bastien. Mario Bastien, le meurtrier du petit Alexandre Livernoche. Mais quand la police le questionne, à ce moment-là... C'est pas encore arrivé? Non, c'est en 99, puis le petit Alexandre, il a été tué en 2000, l'année d'après. Oh! Et c'est quand même proche, mais c'était avant. Et quand il se fait arrêter pour le meurtre d'Alexandre, il confesse avoir tué Jolene. Oh my God. Les policiers lui font passer un polygraphe, mais il l'échoue. Puis en vérifiant l'histoire, finalement... Ça concorde pas? Non, c'est... Ils ont comme réussi à l'exclure, c'est pas lui qui a tué Jolene. Mais Pourquoi il a fait ça? Narcissiste? Ouais. Pour avoir de l'attention. Apparemment, Quelle merde. durant l'enquête sur Jolene, il y a eu 50 personnes qui ont confessé le meurtre de Jolene. 50. C'est énorme. J'ai pas de mots. C'est fou, genre, à quel point il y a du monde whack qui ont besoin d'attention, là. C'est ça, des fausses confessions, il y en a tout le temps. Voyons donc. C'est fou. Mais sûrement qu'il y a des problèmes de maladie mentale aussi, Oui. de gens qui vraiment qui croient qu'ils l'ont fait. Ouais, sûrement qu'il y en a qui sont convaincus. Mais 50, non, là. Non. Puis, tu sais, à quel point ça fait perdre du temps aux policiers, là. Ils n'ont pas le choix d'aller à fond dans chacune de ces pistes-là, là, pour être sûr de les éliminer. C'est fou. My God. Imagine, mettons, c'est ton chum qui l'a fait, puis là, vous êtes genre 4-5, puis dit on va tout aller confesser pour brouiller les pistes. OK, comme stratégie une gang pour brouiller les pistes. De doux, là. Je sais pas, c'est une idée comme ça. OK, ouais, j'avais pas pensé à ça. Hélène, si t'as besoin de moi, je suis là. Ouais, t'es là pour confesser si jamais je fais de quoi. Ouais, on sait, ouais. Excusez, je m'éloigne du sujet. Un autre faux espoir dans l'enquête, il y a des Québécois en Floride qui contactent la police parce qu'ils sont convaincus d'avoir vu Jolene sur la plage en Floride. Donc, ils ont pris une photo de la petite fille, ils l'ont montré à la police et, genre, la petite fille, apparemment qu'elle était identique à Jolene. Ah ouais, mais ils ont réussi à prouver que c'était pas Les elle? policiers se sont rendus sur place, en Floride, ils ont trouvé la petite fille, c'était pas elle. Ils ont réussi à trouver la petite fille? Ouais. OK. Ah, ben ils se sont donnés, pareil, là. Ouais, vraiment, là. C'est la première fois qu'on a un vérifié, là. épisode que la police s'est donnée à ce point-là. Ouais. Good job. Good job. Une autre piste. En... je sais plus quelle année. Début 2000, il y a un détenu qui confesse à un autre prisonnier avoir tué Jolene et d'avoir lancé son corps dans le canal Lachine à la hauteur du pont Charlevoix. Bon. Donc, encore une fois, les policiers sont allés all-in. Le 5 mai 2004, les policiers vident l'eau du canal Lachine. Pardon? C'est intense, là! Hein? Sont allés all-in. Fait que... Hein? Ouais, ils ont vidé l'eau puis ils ont fouillé le canal pour essayer de trouver le corps. Malheureusement, Ils l'ont pas ça donne trouvé. rien. Apparemment qu'ils ont trouvé bien des vélos puis bien des frigos. Des frigos. Ouais, c'est ça qu'il y a dans le canal de la Chine. OK. Ben voyons, Ouais. je savais même pas que tu pouvais faire ça. À vous, hein? Il est long, le canal. Ouais, peut-être qu'ils ont vidé juste Juste une la partie, section, ouais. la section qui est Mhm. proche du pont Mais quand Charlevoix. même. Quand même, je suis comme, let's go, les policiers motivés. Wow. OK. Mais tout de même rien. Tout de même rien. C'était une autre fausse confession. Fausse confession. En 2010, l'organisme Enfants Retour publie une photo de ce que aurait l'air Jolene à ce moment-là, donc à 11 ans plus tard. D'ailleurs, Dolores, la maman, elle est bénévole auprès d'Enfants Retour. C'est en septembre 2010, donc 12 ans plus tard,
que ça bouge. Un homme qui travaille en construction repère des restes humains. Les restes sont retrouvés sous un viaduc le long de l'autoroute 15, proche d'une piste cyclable. Donc, c'est un viaduc qui mène à l'île des Sœurs. Dans l'eau ou sur la terre ferme? Je le sais pas exactement, mais je pense que c'est sur la terre ferme. OK. L'endroit se trouve à environ 2 km de la résidence de Jolene. Mais là, la police, elle divulgue pas cette information-là au public ni à la famille au début. OK. Bon, d'un, elle attend de pouvoir identifier le corps. Ouais. Ben, Ben, ça fait 12 ans aussi, là, je veux dire. Ouais. C'est Tu un vas être sur le squelette, là. tachette, là. Ouais. Donc, ça prend quand même du temps avec les analyses génétiques. Mais j'avoue que je m'explique pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour sortir la nouvelle. On a attendu combien de temps? Mais c'est ça, eux, ils disent que c'est parce qu'ils étaient sur une piste sérieuse, mais c'est seulement... Donc, en septembre 2010, ils ont trouvé le corps, et c'est le 4 mai 2011, Hein? Quasiment un an après? quasiment un an après, que la police annonce finalement au public avoir découvert le corps de Jolene. Les parents ont été prévenus un petit peu avant, mais à peine. Genre, ils l'ont vraiment pas su si tôt que ça, là. OK. Puis apparemment, les restes de Jolene se trouvaient depuis très longtemps à l'endroit où ils ont été découverts. Et que Jolene serait morte dans les heures et les jours qui ont suivi sa disparition. Mais moi, je suis comme, attends, là. Comment le corps a pu rester là pendant 12 ans Ouais. sans que personne tombe dessus? Tu sais, c'est pas, on n'est pas au milieu de nulle part, là. Genre, c'est quand même Montréal. C'est très dense, la population. Comme, je peux, tu sais... Bon, en même temps, c'est pas un endroit où les gens vont vraiment. Là. C'est Non. en dessous d'un viaduc sur une autoroute. Mais quand même. Ouais. Genre, 12 ans, c'est long, là. c'est ça. Je trouve ça vraiment spécial. Wow. Quand je recherchais, puis là, j'ai vu, OK, ils ont découvert le corps, j'étais comme, OK, il a été mis là comme récemment. Ou non. C'est Qu'elle vraiment... serait décédée vraiment pas longtemps Ouais. après son enlèvement, puis il l'aurait Ouais. garoché là. Genre, Puis elle serait restée là depuis. ouais. Wow. C'est vraiment spécial. Dis-moi qu'on sait qui l'a fait. Ah, Pas à 100%. j'aime pas ça quand tu me regardes de même. Alors, le 4 mai, il annonce qu'il avait découvert le corps de Jolene. Le 6 mai, Robert Laramé, on revient sur lui, le premier suspect, est arrêté et interrogé. Mais il n'avoue rien et refuse de passer un polygraphe. Les policiers n'ont pas assez de preuves et doivent le relâcher le lendemain. Classique. Fait que là, est venu le moment de te parler de c'est qui Robert Laramé. Puis pourquoi les policiers s'intéressent à lui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se rappelle que c'était un voisin de Jolene, puis qui la connaissait. Et, aussi, fait horrible, une fois que tu connaîtras le personnage, il avait lui-même des enfants. Il est né autour de 1960, parce qu'il a environ 60 ans aujourd'hui. Ce qu'on sait. En 1987, Laramé est condamné pour entrer par effraction dans une maison, dans la maison d'une femme à Saint-Eustache, et il a volé et agressé la dame. J'imagine qu'il a fait de la prison pour ça, mais c'est pas clair, j'ai pas vu de condamnation par rapport à ça. La même année, il plaide coupable d'avoir passé des appels harcelants envers un membre de sa famille. Il reçoit une peine avec sursis, donc ça veut dire à purger dans la société plutôt qu'en prison. OK. That's it? C'est pas fini. OK. J'en ai long à dire sur lui. En 2000... Ben ouais, that's it pour ça, ça. je voulais dire, ouais. C'est ça, ouais. Il a juste été condamné à rester Mhm. à la maison. Puis c'est pas clair qu'est-ce qu'il y a eu pour avoir volé et agressé une dame. Fait que, OK. je sais pas. En 2001, Robert Laramé est accusé dans 3 cas d'agression contre des fillettes âgées de 5, 7 et 14 ans. Puis lui, il a des enfants, là. Mhm. OK. Pendant l'audience de remise en liberté avant son procès, un des policiers qui l'a interrogé témoigne et il dit que pendant l'interrogatoire, Laramé s'effondre en larmes et avoue avoir des pulsions sexuelles incontrôlables qui le rendent violent. Il dit
aussi regretter et vouloir se faire opérer, guérir, voir un spécialiste. Les pulsions en lui le rendent malade et sont plus fortes que lui et ne peut pas se contrôler. Pauvre minou. C'est pas rassurant. On apprend aussi qu'une des jeunes victimes a dit que Laramie l'avait menacée de la tuer si elle allait voir la police, qu'il la tuerait en sortant de prison. OK. En plus des agressions contre les fillettes, il est aussi accusé d'avoir agressé sa conjointe. On apprend qu'il l'aurait étranglée au point qu'elle perde connaissance après avoir refusé d'avoir une relation sexuelle. En 2002, Robert Laramie plaide coupable aux accusations d'agression sexuelle sur les 3 fillettes et aussi d'avoir agressé sa conjointe. Il est condamné à Rien? 4 ans de prison, OK. plus 3 ans de probation. OK. Fait que rien. Ouais, fait que vraiment pas assez. Surtout que c'est pas fini, là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En 2004, il sort de prison, mais avec des conditions. Et ces conditions-là arrivent à échéance en janvier 2007. Fait qu'il y a juste 3 ans. Fait qu'en février 2007, il a fait quelque chose. Fait qu'en fait, juste avant la fin de ces conditions, dans un party de Noël, en décembre 2006, dans un party de Noël pour personnes isolées avec problèmes émotionnels, il rencontre une femme et il commence à se fréquenter. Hein, il va trouver ses victimes. 3 semaines après leur première date, il devient de plus en plus contrôlant, possessif et menaçant. Il aimait pas que sa blonde ait d'autres amis hommes. Il se met à l'appeler genre 10 fois par jour. Se fâche si elle regarde un autre homme. On se rappelle que ça fait juste une couple de semaines qu'ils sont ensemble. À une autre occasion, il la menace avec comme un petit couteau pour ouvrir les lettres, là. Ah ouais? Pendant leur relation sexuelle. Il lui tient ça à la gorge. OK. Si elle refusait d'avoir une relation sexuelle avec lui, il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle soit au bord de perdre connaissance. Il y en a que c'est leur truc, mais genre, je pense pas que c'était consentant. Non, c'est ça. Elle, c'était pas... elle tripait pas là-dessus. Là. Non. Mais juste lui qui tripait. En avril 2007, là, la situation finit par escalader quand Robert Laramie la garde à l'intérieur de l'appartement contre son gré pendant 1 journée et demie. Il lui demande constamment d'avoir des relations sexuelles et quand elle demande si elle peut partir, il se fâche et il donne un coup de poing dans le mur. Elle finit par trouver une ruse pour s'échapper. Elle lui dit, ben là, si on continue à avoir du sexe toute la fin de semaine, il faudrait que je prenne des pilules contraceptives. Il faudrait vraiment que je me rende à la pharmacie. OK. Fait que là, Laramie, il accepte. Fait que là, elle sort de l'édifice. Puis là, il la suit. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, elle court jusqu'à la pharmacie. Robert Laramie est juste derrière elle. Même dans la pharmacie, il se tient comme pas loin. Fait que là, elle va au comptoir puis elle demande si elle peut parler au pharmacien en privé. Fait que le pharmacien accepte. Puis là, elle dit tout de suite qu'est-ce qui se passe. Puis le pharmacien il appelle la police. Robert Laramie est arrêté quelques heures plus tard. OK. Bonne affaire. Là, ça, c'était en 2007, en avril 2007. Et là, clairement, j'ai trouvé des informations, mais c'était pas tout clair partout. Mais clairement, il a été relâché avant son procès en 2009 parce que il est aussi accusé d'avoir agressé une autre femme entre cette conjointe-là puis son procès. Mais j'ai comme pas de détails sur cette autre affaire-là, tu sais. OK. Fait que, il aurait dû le garder en dedans. Bref, en attendant le procès. Le procès, finalement, a eu lieu en 2012. Donc, pendant son procès, c'est Marc Labelle, son avocat de la défense. Marc Labelle qui a défendu tout le monde. Tous les criminels du Québec. Laramie, il dit qu'il a jamais fait mal à sa victime puis qu'il était son protecteur contre ses autres amis hommes qui voulaient la violer. OK. C'est ça sa version de l'histoire. Là, un bout qui fait du bien. Pendant le procès, Dolores, la mère de Jolene, sachant très bien que lui, c'était le suspect principal, puis qu'il était à
à la cour. Elle s'est pointée en cour, puis elle l'a croisé, elle s'est arrangée pour le croiser dans le couloir, puis il a donné un coup de poing sur la tête. Il y a genre une photo de ça là, dans les journaux, ouais? genre, ouais. Oh, Les mon journalistes, Dieu. ils l'ont comme pogné. Ça a dû faire du bien. Ah, tellement, là. Genre, Après- moi, ça me fait du bien qu'elle le fasse. Que, elle, à quel point ça Oh, lui a fait mon du bien, là. T'as encore en 2012? 12. Ouais. Ah, tu fais 14 ans que t'as... Ouais. Elle a reçu une absolution inconditionnelle pour son geste et l'approbation de tout le Québec. Quand, dans une entrevue que j'ai écoutée où on lui demande, genre, pourquoi elle a fait ça, ben, elle dit que c'était... Elle dit, je voulais que tout le monde voit sa face. Je voulais que les gens sachent qu'il était dangereux, genre, puis pour que ça évite d'autres drames. Parce que si elle avait pas fait ça, On aurait moins vu. connu sa face, tu sais. Ouais. C'est quand même intelligent. Au risque de elle-même se faire poursuivre. Ouais. OK. Le 4 juin 2012, Laramie est trouvé coupable d'avoir agressé sa victime et de l'avoir séquestrée. Mais il est acquitté sur des accusations de menaces et d'agression sexuelle. Quelques semaines après, il plaide coupable. C'est comme l'autre histoire qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais il plaide coupable d'avoir séquestré une femme de 60 ans avec qui il était en relation. Il l'aurait étranglée au point où elle avait de la difficulté à respirer. Donc ça, je pense que c'est comme le cas de 2009, OK. qu'on n'a pas beaucoup de détails. Il arrivait vraiment à trouver des victimes vulnérables. Les victimes étaient vulnérables alors qu'une d'entre elles était atteinte de problèmes de santé et l'autre fréquentait un groupe de soutien pour personnes ayant des difficultés psychologiques. Il trouvait vraiment ses victimes. Vraiment. Au bon endroit. En 2013, le juge Pierre Labelle de la Cour du Québec condamne Laramie à 4 ans de prison. Encore. That's it. Mais au moins, il est déclaré délinquant à contrôler. OK. Ce qui permet à la commission des libérations de le maintenir sous surveillance pendant 10 ans après sa libération OK. et de lui imposer des conditions strictes. Il est également ajouté à la liste nationale des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. OK. Au moins. En 2015, aux 2 tiers de sa peine, la commission des libérations conditionnelles du Canada refuse de le laisser sortir de prison. Yay! Yes! Apparemment, il ne s'est même pas présenté devant l'audience. Et la commission a donc basé son jugement sur les recommandations et les évaluations peu flatteuses faites par les psychologues et les psychiatres. OK. Apparemment que c'est très, très rare qu'on refuse à un prisonnier de sortir aux 2 tiers de sa sentence. Ah ouais? Environ seulement 4% sont refusés. Ah! Un des psychologues qui a évalué Laramie en 2014 dit que c'est un sadique sexuel et qu'à moins qu'il prenne part à un traitement spécialisé, le relâcher serait dangereux pour le public. Bonne affaire. Ouais, bien dit. Il aurait apparemment commencé un programme pour délinquants sexuels, mais il a dû suspendre sa participation parce qu'il a été placé en isolement. C'était nécessaire à cause des menaces qu'il avait faites et qu'il avait reçues. Pas surprenant. Non. En 2016, malheureusement, il sort de prison. Parce que là, il a fini sa sentence. Mais le 2016, il sera étroitement surveillé pendant 10 ans après sa sortie, vu que c'est un délinquant dangereux, donc jusqu'en 2026. En 2020, on a des nouvelles de lui. On apprend, dans un article de la presse, on apprend qu'à sa sortie de prison, il était complètement obnubilé par son agente de probation. Okay. Il la stalkait, surveillait ses faits et gestes pendant la journée et l'appelait plusieurs fois par jour. Ce qui a mené à la suspension de sa libération conditionnelle. Mais il n'est pas retourné en prison juste comme en assignation à résidence, dans le fond. Il faut qu'il reste chez lui. Il est comme en prison chez lui. OK. T'es quand même chez vous, là. Ben, c'est ça. C'est pas si pire. Non. Une fois que son assignation à résidence a été retirée, il a recommencé à la harceler. Il apprend pas, le gars, là. La commission des libérations a décidé d'envoyer Robert Laramie dans un centre correctionnel communautaire pour 1 année. Puis, c'est une mesure qui avait été imposée à plusieurs reprises. Fait que c'est pas la première fois qu'il se faisait imposer de retourner en centre correctionnel, mais communautaire. Fait que c'est comme pas une prison, mais
C'est pas clair c'est quoi. Ouais, Si quelqu'un travaille dans le milieu correctionnel, vous nous direz exactement c'est quoi un centre correctionnel communautaire. À cause de ça, Robert Laramie doit respecter une condition de plus. Il lui est interdit de communiquer de façon répétitive ou d'adopter des comportements harcelants au sens du code criminel envers les employés du Service correctionnel Canada. C'est très précis C'est très comme précis. condition. C'est pas une condition qu'on voit souvent, là. Non. C'est genre vraiment lui, là. Genre, harcèle pas ton agent de probation. Ouais. Ton agent de probation. Ouais. Parmi ces 22 conditions à respecter... 22? 22. C'est beaucoup, 22? Vraiment. Il lui est toujours interdit de se trouver en présence de filles de moins de 16 ans, de fréquenter des femmes sans en informer son agent de probation, d'utiliser Internet et d'être en présence d'escortes. Je serais curieuse de voir la liste. Ouais, j'ai pas trouvé la liste complète. S'il faut que tu donnes à ce gars-là 22 conditions, t'es pas mieux de le garder en dedans? Ou ils ont juste pas le droit parce qu'il a juste eu 4 ans? C'est ça, il avait terminé sa peine. Fait que c'est ça, je pense qu'ils ont le remis en dedans, mais dans sa maison ou dans un centre, tu sais. Peut-être qu'ils ont mis le maximum de conditions qu'ils pouvaient justement pour le bloquer partout. Dans un extrait de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, je cite « Vous demeurez un individu instable dont la dangerosité est élevée. » Bien d'accord avec ça. No shit. Les dernières nouvelles que j'ai vues de lui, 2023, article de la presse. Surprise! Il semble se moquer de ses conditions. Ça n'a pas changé. Surprise. En tout, sa liberté a été suspendue à 6 reprises dans les dernières années. En 2022, il est même retourné en prison 3 mois pour avoir harcelé des employés des libérations conditionnelles. Ben voyons. J'ai l'impression qu'ils ont créé cette condition-là juste pour lui. Juste pour lui. Il arrête pas. Les autorités ont aussi découvert que Robert Laramie avait brisé sa condition de ne pas aller sur Internet et qu'il avait contacté des femmes sur Internet et leur écrivait « Je t'aime ». C'est ce que ça dit dans l'article. Je trouve ça quand même un peu drôle. Ouais. Je t'aime. C'est pas genre des obscénités, là. Peut-être qu'il y avait aussi des obsédés, Ouais, je sais sûrement. pas. Apparemment qu'il s'est créé un compte TikTok puis qu'il a consulté de nombreux profils de femmes, possiblement mineures, sur les réseaux sociaux. En raison de son niveau de dangerosité, la commission assigne Robert Laramie à résidence jusqu'à l'expiration de son mandat, donc qui serait en 2026. Mais c'est toujours court. Ouais. Puis là, après 2026, il n'y a plus rien, là. Puis il a environ 60 ans, de ce que j'ai vu. T'sais, Il est pas mort, là. Non, il est encore capable de faire des Il est en victimes, là. forme, hein. Ouais. Et là, La mère de Jolene, elle est convaincue à 100% que c'est lui. En entrevue, elle raconte qu'en juin 1999, donc la même année de la disparition de Jolene, que là, ce qu'il dit en entrevue, c'est Robert Laramie s'est essayé sur la petite sœur de Jolene. C'est que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, là. C'est comme les mots de la mère, j'ai pas de plus de détails sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais après ça, la famille, elle a porté plainte à la police. Puis après ça, la mère, elle s'est comme rappelé que avant la disparition de Jolene, elle puis Jolene s'étaient chicanées par rapport à Robert Laramie. Genre, j'ai pas les détails de la chicane, genre, mais tiens-toi loin de lui. ben c'est ça que je me dis, probablement qu'elle lui a dit tiens-toi de lui, puis Jolene était comme non, il est gentil, non. Elle a 10 ans. Puis Dolores, la mère, est aussi en contact avec la fille de Robert Laramie. Et la fille de Robert Laramie dit qu'elle a été agressée sexuellement par son père. Ce qui n'est pas surprenant, connaissant l'homme, le monstre. Elle dit avoir vécu un enfer avec lui comme père. Laramie, évidemment, il dénie tout lien avec le meurtre de Jolene. En 2012, dans une entrevue à LCN, il clame son innocence et il dit que en fait, sa fille, elle allait à la même école que Jolene, mais qu'il la connaissait pas avant qu'elle apparaisse aux nouvelles. Ce qui est faux, C'est faux. on le sait. Ouais. Genre, plusieurs personnes ont vu Jolene parler avec lui. Bref, c'est vraiment un bon suspect. Ça se pourrait vraiment que ce soit lui, comme ça se pourrait que ce soit un autre prédateur, parce qu'il en manquait pas beaucoup, dans le coin. Mais je me suis quand même dit que ça valait la peine de parler de lui, puis de montrer à quel point il était dangereux.
Surtout en voyant que sa libération, ben, que ses conditions Ouais. puis sa libération Qui de termine en Agnès, c'est ça. 2026. Je me suis dit, je pense que c'est important que le public sache la dangerosité de cet homme-là. Puis c'est public, non, le registre des prédateurs sexuels? Je sais pas comment ça s'appelle. Bonne question. Il me semble que tu peux savoir qui est un prédateur sexuel dans ton Peut-être. quartier. Faudrait googler. Ou que quelqu'un nous donne la réponse à cette question. J'aime ça quand les gens nous expliquent. Moi aussi. Expliquez-nous. Alors, tu comprendras que l'enquête est toujours irrésolue aujourd'hui. La dernière mise à jour date de 2016. Selon le Journal de Montréal, un voisin aurait contacté les policiers pour leur raconter certains détails qu'ils pensaient anodins à l'époque, mais qui seraient peut-être pertinents aujourd'hui. Puis après ça, la police avait dit vouloir rencontrer un nouveau témoin important. Mais il n'y a pas eu de nouvelles depuis. Ça, c'était un article de 2016. OK. C'est la dernière nouvelle que j'ai vue sur l'enquête publique. En tout cas, là, peut-être Pistes qui ont mené à nulle part, probablement. Ouais. Alors aujourd'hui, Dolores et René ont quitté le quartier de Pointe-Saint-Charles depuis longtemps. Ils sont maintenant dans le coin de Tétroville, dans l'est de Montréal. La maman, dans l'entrevue, elle se fait demander si le prédateur te regarde en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Puis elle hésite vraiment longtemps. Là. Au début, elle est comme, je pense que j'ai rien à dire. Puis finalement, elle dit, regarde-toi pas dans un miroir. J'ai trouvé ça bon. C'est bon. J'ai trouvé ça vraiment bon. C'est bon. Wow. Regarde-toi pas dans un moment. Puis, oh my God. Dans le reportage de Claude Poirier, Claude Poirier enquête, là, si vous voulez le regarder, facile à trouver sur YouTube, sur Jolene Riendo. Dolores a lu un poème que l'organisme Enfants Retour lui a envoyé. Oh. Tabarnak, que ça m'a fait brailler. mais Oh non! mais tu sais, pas genre les larmes aux yeux. Non, genre, je braillais devant mon ordi, là. Genre, oh my God, que c'est vraiment rough, là. OK. Ouais. J'allais dire, c'est sûr que je vais aller l'écouter, mais je pense pas, finalement. Ouais, non, c'est rough. C'est... Ouais. Oh, pauvre maman, là. Hélène a les yeux pleins d'eau. C'est l'histoire de Jolene, qui est malheureusement encore irrésolue. C'est ça, probablement, vu qu'il restait... Tu sais, que ça a pris du temps avant qu'ils découvrent le corps, puis qu'ils n'ont pas nécessairement la scène de crime, là. Tu sais, probablement qu'elle n'a pas été tuée sous le viaduc. Donc, j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de preuves ADN. C'est ça, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur dossier, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être résolu? Je sais pas. Mais je sais que c'est rough, là, les histoires d'enfants. Mais je trouve quand ils sont irrésolus, je trouve que c'est important d'en parler. C'est tellement. Parce mais que, même résolu aussi, mais... Oui, résolu aussi, mais tu sais, comme, irrésolu, c'est comme, s'il y a des chances que ça puisse se résoudre, tu sais, qu'on ramène l'histoire dans les médias, dans la tête des gens. Puis aussi de pas oublier, tu sais. Non, c'est ça. Et que voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Je fais des blagues, là, mais... Mais c'est rough, là. Je braille en faisant mes recherches, là, tu sais. Puis, en checkage, on avait 2 potins qui datent de longtemps. Que des gens qui nous avaient écrit « Ah, si jamais vous parlez de Jolene, là. » Fait que j'avais quelqu'un qui dit quand ma mère avait 18 ans, elle travaillait dans une crèmerie à Pointe-Saint-Charles. Puis elle connaissait bien la petite Jolene parce qu'elle venait souvent jouer près de la crèmerie où elle travaillait. Puis ma mère lui donnait souvent de la crème glacée en cachette. Ma mère travaillait souvent du soir, puis Jolene se promenait souvent en bobette. puis ma mère la chicanait toujours en lui disant de rentrer chez elle pour qu'elle s'habille. Puis que c'était dangereux aussi pour une petite fille dehors à cette heure-là. Oh. Son meurtre a beaucoup marqué ma mère, puis elle a toujours une petite photo d'elle à la maison. Quand j'étais petite, je lui demandais souvent c'était qui la petite fille sur la photo. Puis c'est là que ma mère m'a raconté son histoire. Oh. C'est triste. Puis on a un autre potin de... C'est fou de penser que ta fille... Tu sais, peut-être que les parents de Jolene ne savent pas ça. Ouais, de peut-être. penser que la photo de ta fille est dans une cuisine parce qu'elle a marqué... Elle a marqué la cette fille de la crèmerie, tu sais. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout le monde dans le quartier la connaissait. Là. C'est sûr que tout le quartier était comme vraiment choqué. Là. On a un autre potin. Je veux dire anonyme encore. Je voulais aussi vous raconter un crime de potin. Si jamais vous racontez l'histoire de Jolene Riendo, disparue en avril 1999. À l'époque, j'avais 15 ans et j'habitais à Ville-Saint-Laurent. Un soir, la police est venue frapper chez moi et ils ont dit avoir reçu un appel disant que Jolene était chez nous.
Évidemment, ma mère les a laissés rentrer et ils ont fouillé partout. La personne que l'appelant a identifiée comme Jolene, ben c'était moi. Ce qui est étrange, c'est que je lui ressemble pas du tout. Ah. J'ai le teint basané et les cheveux très foncés. Bref, il s'agissait d'une erreur. Encore une fausse piste. Une fausse piste. Ouais. Mais tu sais, dans ce temps-là, les gens ils veulent tellement bien Ben faire. oui, Ils voient c'est une ça. petite fille puis ils appellent direct. Ben là. oui, c'est ça. C'est pas mal intentionné. Non. Oh. Voilà, c'est les 2 potins qu'on avait. J'imagine qu'on Ouais. va en avoir d'autres après l'épisode, là, parce que, Sûrement. tu sais, c'est Montréal, là, c'est proche. Mm. C'est sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui sont dans le quartier Pointe-Saint-Charles, là, ou que leurs parents étaient dans Pointe-Saint-Charles à Ouais. l'époque. C'est sûrement ça. Ouais. Wow. Voilà. Ben merci de nous avoir raconté ça, Hélène. Oui. Ça fait plaisir. C'est plate. C'est Ouais. résolu, mais si on peut aider Mm. de Ah. n'importe quelle manière. Ouais, à résoudre À cette résoudre. enquête-là, puis à garder l'autre témoin en dedans, même si c'est pas lui qui a tué Jolene, là, gardez-moi ça de loin Ouais, de la c'est circulation, ça. là. Je l'aime ou pas, il il est mérite pas dangereux. d'être dans la société, ce gars-là. Il est dangereux pour les enfants, pour les adultes, c'est Ouais. comme... Il sort en 2026, imagine, il décide de déménager sur ta rue, là. Que tu le Il veux. va faire des dommages. C'est sûr à 100% que ce gars-là, on s'en reparle en 2027, mais ce C'est gars-là, sûr. il refait des... C'est sûr. Il recommet des crimes. C'est sûr que clair. c'est pas la dernière fois que son nom sort dans les journaux. Non. My God. OK, pour se remonter le moral, j'ai... OK, j'ai deux potins qui datent clairement de décembre, fait que je vais les lire avant qu'il ne soit trop tard. Vas-y. Shout-out de Audrey qui dit « Shout-out à ma belle ado Alix qui vous écoute en tricotant des foulards comme cadeau de Noël. Oh! Allô, Alex! » Allô! J'espère que ta famille ou tes proches ont été contents avec tes beaux foulards. En fait, c'est bien qu'on l'ait dit après Noël parce que sinon, Oui, c'est vrai. les gens auraient Oui, su c'était quoi leur cadeau. Oui, parce que c'est sûr que tout le Québec nous écoute. Oui, toute la famille d'Alix. Toute la famille. Puis l'autre de Noël, clairement de décembre, c'est shout-out à Cynthia et Rémi qui font du raccompagnement avec Tolérance Zéro et qui nous écoutent en faisant leur raccompagnement. Avec des gens pactés en arrière qui sont là. Wow! Dans quel auto je viens d'embarquer, voilà. Limite un peu creep. Ben, ça, je trouve ça nice. Oui, c'est drôle. Hello! Hello! Voilà. Et merci de faire ça. C'est nice. Oui. Bravo, les gens qui font du raccompagnement avec Tolérance Zéro. Voilà. C'était mes 2 shout-outs pour se Oh. remonter le moral. Je vais te faire écouter quelque chose aussi pour terminer. Ouais, OK. De vraiment cute. C'est une maman qui nous a écrit. Elle dit « Salut les filles, je me trouve bien drôle à soir. J'ai écouté tous vos épisodes en bin listening. J'écoute souvent vos épisodes dans l'auto en pensant que mes enfants écoutent pas trop. Classique. Il y a tellement de monde qui nous écrit pour nous dire ça. Elle dit « Ce soir, mon fils de 2 ans et demi me dit « Allô, bienvenue à Crime de bin. » Elle dit « Je vous mets la preuve. » On a l'audio de son fils qui dit « Crime de bin. » Je vais faire écouter. Crème de bin. Allô. Un crème de bin. Un crème de bin. Allô. Bonjour, un crème de bin. Je trouve ça trop cute. J'ai répondu, j'ai écrit. Je l'ai réécouté au moins 10 fois. J'arrêtais pas de l'écouter. Il y a 2 ans et demi, c'est tellement C'est drôle. vraiment cute. Merci Amélie de nous avoir écrit. Oui, De nous avoir envoyé ça. Et je sais pas son nom, mais allô à toi, petit garçon. Oui. Je sais pas son nom. Ta maman Amélie, elle t'aime fort. Ouais. Même si ça te fait écouter des choses épisodes horribles. de tueurs en série. Voilà. Ah, voilà. Fait que Bon. passez une belle semaine et on se revoit un moment donné. Bientôt. Ouh! Mm. Bientôt! À bientôt. Bye! Bye.